نورال دلما ضغرس بروفيسور سلماذ تسداويث انتو سنيوين انتو ثلاث سقيلت يعني من قارس فرانسيست professeur des universités en sciences du langage et de la traductologie دي سداويت نلزيغ تمن في السنات na l'université d'Alger 2 أكن داغن يلا ذا نمهال نوما ساغناو أبيداغوجي ذو سنيلس ذو سلمذن تمازيغ فرانسيس ديريكتور du centre national pédagogique et linguistique pour l'enseignement de Tamaziغ تاقم تداهات وكي دكتور عبد الرزاق الدغيري مينا الزلف لك مس دغيري الزول رشيد أسلمك. تنميتي ميت قبلوثي نبقى ماشي تيكل تمزوغوت ماشي تيكل تسناف نفرح هي التيكلت ما دغزوط فلانا لا دغا مسناوني كيشبان دوين إدي قارن ثيلا وتكن ثلا كن تيتقاغ توسنا ما تكن تيتقاغ اما تسرثيث اما تيديولوجيين هذا شكيك جان عبد الرزاق الدواري ديون بوذم تحميل انك كي مدن السلن يتسوي ديما كي نقارن لي زارغيومون سيونتيفيك وكني غادي زفكن اشو يبغى تديني قلنا كي وينس عندنا نتسنيلس لانغويستيك ايه مس عبد الرزاق دوينين كنا نروح نشد سقسينا غافيو تمثالت كان لدغا إني شدن غا لي حالا نتسنيلس تمتسين تيدي توثلاين كتير إقلام ديال الجزائر قارن ديما ماشي ديوث توثلايث طاس توثلاين تلاين بلوراليتي لانغويستيك هاتي مين ولا شو نقدر على شغل كيك جان نتيدي إغفلان هي غاسقسيين فرانسيس تيوا شو نكوني نبغى غاتيلي تدويت ماشي كان يقبليا en visant un large public au niveau non seulement de l'Afrique du Nord, mais aussi à l'échelle mondiale. شكون زغمت لغة تمازيغ c'est un sujet d'étude même des Américains تولي من فود تمسلايث وسنة كي يزغين فايزيا ايتالي لان بروفيسور دو ليتيراتور فرانكوفون لوس انجلوس امريكيين commencent à recruter des chercheurs des enseignants تمازيغ تورال c'est juste d'études à l'échelle mondiale. Et here, Mas Douréry, est-ce que c'est Omzemo ma première question, qu'en est-il si vous pouvez nous résumer la situation sociolinguistique et la méthodologie d'approche? Merci beaucoup, c'est merci Rachid. En réalité, cette question soulève le véritable problème en Algérie, c'est que d'un côté, nous avons une pluralité, et cette pluralité de langues, de variétés linguistiques, de cultures, nécessairement qui sont attachées à la variation linguistique assez importante, le fait de les ignorer dans les études scientifiques. J'ai été professeur, donc j'ai expertisé des magistères, des thèses, etc., mais aussi des ouvrages académiques. Le fait d'ignorer la pluralité et de partir de la politique linguistique actuelle de l'État qui a été forgée de manière un peu autoritaire dans les années 90. Après, bien évidemment, tous les décrets qui ont été pris à cet égard dans les années 70 aussi, mais qui ont commencé à être appliqués dans les années 90 pour des raisons qu'on verra. C'est des raisons essentiellement idéologiques. Donc, les chercheurs, comme les politiques, étaient un peu prisonniers de cette décision à caractère idéologique et politique, que l'Algérie était monolingue. Donc, on devait tous, comme par hasard, le peuple algérien dans sa totalité, sur les 2,5 millions de kilomètres carrés du territoire algérien, on devait parler l'arabe que j'appelle scolaire. Peut-être que je vais expliquer pourquoi je l'appelle scolaire, parce que il est défini pour l'école, sa norme est définie par l'école et pour l'école. Il n'existe pas en dehors de l'école. En dehors, vous sortez de l'école et il n'existe quasiment pas. C'est-à-dire ce que nous appelons en sociolinguistique le, le domaine formel. Mais il Donc, c'est existe pour ça aussi que sur le,
Elle existe dans le domaine administratif, la paperasse, tout ça se fait C'est en ça, arabe. c'est le Oui, domaine formel. Tout ça, c'est le domaine formel. formel, la D'accord. politique, etc. Et toutes les lois imposaient l'utilisation de cet arabe, y compris dans les réunions des partis politiques, quelle que soit d'ailleurs leur tendance politique. Je l'appelle aussi arabe scolaire au regard de ce que j'appelle l'arabe algérien. L'arabe algérien est une langue maternelle. C'est une langue qui s'est formée en Algérie au contact des différentes variétés de tamazirt et un peu du punique, du français, c'est-à-dire du matériau linguistique qui était juste en contact avec cette langue qui s'est imposée quasiment à partir du XIIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc, nous avons Mais il y en a certains qui disent plus loin que ça, avec, parce que vous avez cité le punique. Donc c'est un mélange avec le punique aussi. Le punique, il était là avant, bien avant Jésus-Christ même, non? C'est ça moi, je ne suis pas avec cette thèse. La thèse de mon ami Abdou Limam Abdou Limam pense que l'arabe algérien, c'est pas de l'arabe du tout, c'est du punique. Et ça, c'est Voilà, complètement d'accord. erroné. Son hypothèse n'a pas tenu la route parce que Ok. maintenant, on a prouvé que même à Carthage, l'essentiel de ce qu'on a trouvé comme ADN, c'est une ADN berbère. Donc, il y a une D'accord. minorité de Puniques qui ont gouverné et qui ont construit Carthage, qui est devenue une puissance, mais avec une démographie essentiellement amazigh, donc d'Afrique du Nord. Donc, c'est pas vrai. Et deuxièmement, au 5e siècle de l'ère chrétienne, le punique n'était plus utilisé. Il y a des gens qui disent que c'était au 2e siècle déjà de l'ère chrétienne. Et là, moi, je prends large, au 5e siècle. Les Arabes sont venus bien après. Et l'arabe algérien, il s'est formé avec, à partir du 10e siècle, avec la venue des Banu Hillel et des Banu Sulaym. Donc, il y a une période de 3 siècles dans laquelle cette langue s'est formée et s'est éloignée de ses origines orientales et elle s'est implantée. Elle a pris la vocalisation, elle a pris un peu ou beaucoup de lexique, donc du contact avec les autres langues, etc. Donc, je dis arabe scolaire pour l'opposer à l'arabe algérien. L'opposer dans le sens logique, c'est pas de les opposer politiquement, c'est les opposer logiquement. Donc, il y a l'arabe algérien qui est une langue maternelle et qui est né ici, qui a grandi ici, qui a pris les influences du milieu linguistique et du milieu culturel proprement algérien. D'ailleurs, notre langue algérienne, cet arabe algérien, n'est pas compris au Moyen-Orient. Les Marocains le comprennent, les Tunisiens le comprennent, parce que précisément, nous sommes un groupe démographique qui est quasiment le même. Nous sommes tous des Amazirs à hauteur de plus de 90%. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait, il y a une différenciation locale, c'est normal. Ça s'appelle des marqueurs régionaux. Mais sinon, tu pars au Maroc, tu parles dans cette langue, et on te comprend. Tu pars en Tunisie, on te comprend, etc. Donc, cette pluralité qui existe dans notre pays, elle a été ignorée donc par les faiseurs de la politique linguistique, mais aussi par les chercheurs, parce ils partent essentiellement à partir des décisions de la gouvernance linguistique. Et cette gouvernance ne reconnaissait pas d'autres possibilités d'existence de langue, sauf à l'arabe scolaire qu'on voulait même utiliser dans les marchés, à la maison, etc. On voulait nous changer, on voulait tout changer, ce qui est bien évidemment impossible. Donc, pointer méthodologiquement la nécessité de commencer par la description de l'inventaire des langues est fondamental pour les académiciens, mais aussi une fois que le travail d'académicien a été fait, qu'on a montré cette pluralité, le politique il doit se poser des questions. Donc, nous avons à peu près deux domaines. Un domaine formel qui était partagé jusque-là par l'arabe scolaire
et la langue française, Naïs, depuis, disons, depuis 2002, depuis 2002 et 2016, qui met ce qu'on a appelé le tamazirt et que j'appelle une nouvelle langue. Donc, c'est une langue nouvelle faite en laboratoire. Donc, voyez, c'est le domaine formel. Le domaine personnel, on a bien évidemment l'arabe algérien, mais nous avons aussi toutes les variétés de tamazirt. Toutes les variétés de tamazirt, c'est ça qui montre justement la vitalité, c'est-à-dire le nombre de locuteurs qu'il y a, à peu près 8 millions de kabylophones, 4 millions de chewiyophones, 400 000 mozabitophones, 40 000 targuiophones, etc. Cette vitalité assure la survie justement de ce qu'on appelle tamazirt. Alors, qu'est-ce que j'appelle tamazirt dans mon langage nkini? Tamazirt, c'est le nom commun, c'est le nom de famille. Amkini, par exemple, je m'appelle Dourari, j'ai hérité ce nom de mon père et de ma mère. Mon père et ma mère sont morts maintenant, ils n'existent plus. C'est eux qui m'ont donné ce nom, mais ce nom, je l'ai et je le partage avec mes frères. Donc, les variétés de tamazirt qui existent aujourd'hui, ce sont j'allais dire, les langues sœurs ou des langues ou des frères, donc de ce groupe qui s'appelle Tamazirt et qui est un groupe important dans le cadre de la famille kamito-sémitique ou afro-asiatique. Voilà un peu la chose. Donc, cette variation, quand vous l'ignorez, ça veut dire que vous ignorez les locuteurs. Et ces locuteurs, leur langue maternelle représente leur dignité. C'est-à-dire l'adhésion à un État, c'est-à-dire à une superstructure en termes d'organisation, elle se fait sur la base d'intérêts des individus et des groupes. Donc, quand vous n'êtes pas reconnu, vous avez quand même tendance plutôt à faire de la résistance, etc. Donc, voilà un peu la situation. Et cette situation est une situation de conflit parce que d'un côté, vous avez une pluralité de variétés de langues et des langues, et vous avez en même temps des variétés culturelles, donc des spécificités culturelles assez importantes qui différencient les régions naturellement comme dans le monde entier, n'est-ce pas? C'est pas nous qui l'avons inventé, mais de l'autre côté, vous avez la gouvernance qui vous dit non, qui vous dit vous avez une seule langue, c'est l'arabe scolaire, et pire que ça, certaines institutions mentent, je le dis comme je le pense, donc elles mentent parce qu'elles disent que cette langue-là, c'est l'arabe scolaire, serait une langue maternelle des Algériens, ce qui est totalement faux. Il est l'arabe scolaire comme l'arabe classique, mais l'arabe classique, pour moi, c'est l'arabe coranique. Au guinéen, c'est-à-dire la classique renvoie à l'histoire. L'arabe fusha, c'est autre chose. C'est une autre variété de langue. Donc, cette langue-là, elle est la langue maternelle. Vous distinguez entre l'arabe coranique et l'arabe fusha. Ah, que tout le monde pense que c'est la Oui, c'est pas les mêmes. C'est pas les OK. mêmes. Je peux expliquer puisque j'ai un magistère de linguistique arabe. Je connais très bien ce problème. Oui, Euh, vas-y. le, la langue Fusha, ce qu'on appelle Fusha, d'une manière erronée d'ailleurs, Au fait, Fusha, ça vient de fasahat al-qawl. C'est quelqu'un qui sait bien parler, c'est ça? C'est ça un le peu, fusha. oui, mais grammaticalement, ça renvoie au locuteur d'une langue qui est sa langue maternelle, au locuteur natif. Le locuteur natif, c'est lui qui est fasih. Il est fasih, c'est-à-dire qu'il est éloquent. Il est éloquent, mais Voilà. par le fait de la nature. Ce n'est pas par le fait de l'enseignement dans l'école. Donc, il y a une différence, même au niveau des didactiques. La didactique de la langue maternelle, donc de la Fosha, n'est pas la même que la didactique de la langue acquise à l'école.
La langue acquise à l'école, c'est une langue, la méthode didactique s'appelle l'apprentissage. Donc, on apprend la langue à l'école et on l'acquiert à la maison. Ce qu'on acquiert à la maison, c'est la langue maternelle. Moi, je suis kabylophone, j'ai appris le kabyle chez moi, dans ma famille. Et c'est pas à l'école que je l'ai appris. L'arabe algérien, on l'apprend pas à l'école, on l'acquiert du contact familial et du milieu. Donc, le fasaha, au départ, comme la définissent les grands grammairiens du 8e, 9e siècle de l'ère chrétienne, Ibn Jinni, son maître Sibawi, etc. Ils définissent le fasih, من تعلم لغته, ça c'est leur définition, من تعلم لغته من بيئته, donc de son environnement, وبالسليقة, c'est-à-dire de manière naturelle. Qui c'est aujourd'hui qui parle, qui a appris la langue arabe scolaire, hein, de cette manière-là? Personne. Ni au Moyen-Orient, ni chez nous, ni en Arabie, ni personne. Ça n'existe plus. Donc, cette fasaha, c'est celle qui a été décrite par les grammairiens arabes de l'âge classique, donc le 8e, le 9e, jusqu'au 10e siècle de l'ère chrétienne, et qui a produit une grammaire vraiment d'une intelligence extraordinaire parce que c'était des mathématiciens et c'était des philosophes qui ont travaillé sur la langue. Donc, ils n'ont pas travaillé de manière cloîtrée sur leur région. Ça s'appelle fasaha. Mais cette fasaha, cette langue fasaha, maintenant, elle n'existe plus. Donc, il faut l'appeler autrement. Je propose que précisément pour c'est la langue arabe, qu'on change, qu'on révolutionne véritablement les méthodes d'enseignement de cette langue, qu'on l'appelle arabe scolaire ou standard, on s'en fout, c'est pas ça le véritable problème, et qu'on distingue la langue ancienne, donc la langue coranique wahdes, parce que c'est une langue poétique, c'est une langue de métonymie, etc. C'est pas une langue usuelle, fonctionnelle, etc. Donc, c'est la langue de personne, vraiment de personne. Et la langue fasiha, cette ancienne-là, doit être maintenant accompagnée de l'enseignement d'une langue moderne, de la langue arabe moderne. C'est la langue de l'humanisme arabe, de l'Andalousie, de la philosophie d'Ibn Rushd, j'allais dire même les gens qui ont travaillé sur l'érotologie arabe, y compris parmi nos propres, j'allais dire, je ne sais pas si nos concitoyens anciens, donc notamment de Sokras, etc., qui ont fait des travaux sur, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, ils ont fait en langue arabe. Ils ont parlé de l'érotisme de l'époque, ils ont parlé dans cette langue. Donc c'est cette langue moderne, la langue de la philosophie, la langue de la rationalité et de l'humanisme, c'est celle-là qui devrait aujourd'hui être enseignée en premier et en second pour des gens qui voudraient faire des études spécialisées, on peut leur enseigner la norme de la langue arabe ancienne. Mais enfermer les gens dans un double éloignement de la réalité et de la modernité, c'est-à-dire enseigner la langue arabe par la religion, c'est une véritable folie. C'est-à-dire on est en train de détruire cette langue et de la minimiser comme langue d'apport civilisationnel, etc. Voilà par rapport à cette langue. Abdelrazak, pour revenir un peu, c'est quelque chose de vraiment d'important de distinguer entre les deux domaines, le domaine, comme vous le dites, formel et le domaine personnel, pour parler des langues vernaculaires qui sont les variétés amazighes et l'arabe algérien, et le formel qui est l'arabe scolaire. Mais ceci, dans nos pays d'Afrique du Nord, ce n'est pas sans engendrer des problématiques spécifiques. Ça serait bien si vous pouvez résumer quelles sont les problématiques qui sont générées par cette distinction domaine formel, domaine personnel. Ça, c'est la méthode, j'allais dire,
académique la plus connue, la plus reconnue. C'est-à-dire c'est le minimum qu'on doit savoir en sociolinguistique pour parler du domaine des langues et de leur classification. Mais Mhm. ça, c'est du domaine d'utilisation. On classe les langues non pas par leur beauté ou autre chose, ou par leur prestige. On classe les langues, donc scientifiquement, hein, je Mhm. veux dire, on les classe par le domaine d'utilisation. C'est-à-dire, on va sur une société, on essaie d'observer comment les langues sont utilisées. Donc, les langues qui sont utilisées, soit dans le domaine donc, des études, des domaines académiques, des domaines de l'administration, les domaines des relations politiques, etc., des relations diplomatiques. Bon, ça, c'est un domaine d'utilisation. Et nous avons l'autre domaine, c'est le domaine donc des langues maternelles, donc où on fait un usage personnel dans la famille, avec nos amis, quand on est décontracté. On ne va pas parler en arabe classique ou en arabe scolaire ou en arabe fosha. Ça ne marche pas. Il y avait même Mhm. un ami, Mohamed Yahiyatin, il a fait un truc, je vais acheter une parabole dans le marché et je ne vais pas lui dire min fadlika nawilni كذا مقعرة يعني c'est pas possible la C'est ça. parabole صحن مقعر ça n'a pas de sens, c'est-à-dire les gens vont rigoler pendant une semaine sur toi. Tu ne vas pas non plus aller leur demander من فضلك ناولني بطيخة يكون وزنها بين 7 كيلوغرام و10. Ça n'a Ils pas vont de rire, sens. ils vont rire de toi, le vendeur. Ah ouais, extrêmement ticket, définitif. Donc, c'est pas comme ça que, en fait, Ouais. les choses fonctionnent. Même les gens qui parlent en français dans le marché avec le français n'est parisien, ça marche pas. Par contre, quand tu parles dans les zones arabophones, quand tu parles en arabe algérien, y compris dans les zones berbérophones d'ailleurs, les gens, ils sont plutôt très coopératifs Ouais. avec toi. Ouais. Voilà donc les deux domaines, mais c'est des domaines, ça c'est la méthodologie de base, c'est fondamental. Celui qui ne connaît pas ça, elle n'a rien à voir avec la sociolinguistique et encore moins avec la linguistique. La linguistique, c'est vrai, c'est structural, pardon. Mais là, c'est le rapport entre la langue et la société. C'est-à-dire, en fait, comment la société utilise la langue ou les ressources linguistiques, pour être plus large. Et là, l'algérien, il n'est pas monolingue. Il a des ressources linguistiques. Comment il les utilise? Donc, il utilise le français et l'arabe scolaire dans le domaine formel, à l'école, etc. Et les langues maternelles, il les utilise en dehors de ça, c'est-à-dire dans le quartier, à la maison, etc. Voilà C'est donc vrai. comment ça se fait. Hmm. Abdelzak, on va passer à un sujet d'actualité depuis pratiquement quelques années maintenant. Il y a une volonté politique de substituer le français par l'anglais pour le contrer, au fait, pour des raisons, j'imagine, idéologiques. Comment vous, Abdelzak Douari, voit ce changement versus l'arabe scolaire, si je peux m'exprimer un peu davantage? Et quel est l'impact sur le plan idéologique et la discontinuité des élites avec l'introduction de l'anglais? Vous savez que il faudra que d'abord je dise que les deux sphères de langage, c'est-à-dire le domaine formel comme le domaine non formel, personnel, Mhm, sont mhm, problématiques chez nous. Ils sont mal gérés, ils sont mal compris. Il n'y a pas une hiérarchisation, il n'y a pas un travail clair là-dessus pour faire, bien sûr, une politique linguistique à même de gérer ces questions-là mhm, non conflictuelles, de manière non conflictuelle. Alors maintenant, on a ajouté au domaine formel, donc il y avait le français et l'arabe scolaire, depuis, disons, 2016, avec l'officialisation de Tamazirt, on a ajouté ce Tamazirt que j'appelle novlangue. Donc nous avons trois langues
qui partageaient ce domaine et la gestion de ces trois langues, elle était vraiment il n'y avait pas une rationalisation de l'utilisation de ces langues dans le domaine formel. Mais mieux que ça, au lieu de nous dire que la politique d'arabisation menée à corps et à cri et de manière vraiment très autoritaire, au lieu de nous dire que cette politique d'arabisation a lamentablement échoué, comme l'ont prévu tous les linguistes, je devrais peut-être citer quelques-uns, dont moi, bien évidemment. Mais il y avait Khawla Talab Ibrahimi, qui a été formé en langue arabe, elle est bilingue, mais a été formée en langue arabe. Et son premier livre, c'est en 1995, Les Algériens et leur langue, au pluriel. Donc, elle a déjà parlé de cette manie de vouloir ramener toute pluralité à l'un. Moi, j'avais parlé de la dialectique de l'un et du multiple. C'est-à-dire, le multiple, il est réel. C'est notre vie, c'est notre société, c'est notre culture, c'est notre histoire. Et la question de l'un, elle ne se fait qu'à partir du pluriel. C'est-à-dire, c'est toutes ces langues-là et toutes ces cultures-là dont jouit la société algérienne qui font cette algérianité. D'ailleurs, je parle d'algérianité, je ne parle pas de l'arabité. Donc, cette algérianité, elle est à fondement pluriel. C'est cela qu'il faudra gérer. Donc, il faut inventer une politique linguistique qui puisse justement coordonner cette totalité. Mais là, on ajoute, au lieu de nous dire, ben, l'arabisation, elle a échoué, parce qu'on voulait tous les savoirs scientifiques en langue arabe, mais ça n'existe pas. La langue arabe, malheureusement ou heureusement, c'est pas ça. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Cette langue-là n'a pas réussi à s'imprégner de tous les savoirs scientifiques qui sont très dynamiques, très riches. Maintenant, on est dans l'intelligence artificielle où vraiment il y a une intervention d'un nombre de savoirs incroyables qui sont coordonnés pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui donc ces intelligences artificielles. La langue arabe, cet arabe scolaire n'a pas réussi à s'adapter pour deux raisons. Parce que la langue elle-même, elle a été, et son enseignement a été incrusté dans l'enseignement d'un conservatisme de caractère religieux. Donc, c'était ça le premier objectif. C'était pas enseigner la langue, c'était pas maîtriser la langue en elle-même. J'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est rationalité, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est humanisme, tout ce qui est science, parce qu'il y avait de la science, il y avait de la technologie, les mathématiques comme l'algèbre, le nom lui-même, il est arabe. La médecine était enseignée jusqu'au XIIe siècle à la Sorbonne dans cette langue-là. Mais ce n'est pas cette norme linguistique qui a été enseignée chez nous ou qui est enseignée jusqu'à aujourd'hui chez nous, ni dans le monde arabe. Donc, on a enseigné une norme linguistique qui était une langue, finalement, qui reprend le conservatisme religieux le plus obtus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi. Il y a d'autres raisons que je ne vais pas citer parce que sinon, on en restera ici. Le deuxième volet, quand on a voulu remplacer cette langue arabe, au lieu de dire, bon, on revient au français franchement, parce que la langue française est implantée chez nous, elle est dans un territoire qu'il a accueilli, avec lequel elle a été en conflit ou elle a été en même temps en relation transactionnelle. Il faut dire que la langue française n'a pas été que la langue du colonisateur, elle a été aussi la langue de la décolonisation. Tous les textes, tous les révolutionnaires, toutes les organisations qui étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie étaient francophones. Ils n'étaient pas arabisants. Donc, au lieu de revenir à ce que nous avons, à ce que nous maîtrisons, qui est la langue française, qui est chez nous, quasiment chez elle, depuis un certain temps, et elle est chez elle pour nous. Elle n'est pas chez elle pour les Français. On se trompe trop souvent. Quand on supprime le français, on ne punit pas la France, on se punit soi-même. C'est-à-dire, on enlève la langue de l'élite la plus performante aujourd'hui de l'État algérien. Il n'y a pas un seul État dans la planète
qui vise à supprimer des élites, leur supprimer leur langue, la langue, même l'organe, quoi. On t'empêche de parler, on t'empêche de réfléchir. Et on lui ramène, soi-disant, la langue anglaise qui serait plus développée. Bon, la langue anglaise, elle est plus répandue dans le monde comme langue de la technologie, comme langue des sciences, comme langue, etc., Commercial, commercial aussi. commerciale. Mais juste pour taquiner les gens qui la soutiennent, depuis les frères musulmans dans la fin des années 20 du siècle passé, c'est la langue aussi de l'impérialisme anglo-saxon. Donc, ce n'est pas que le français qui est la langue de la colonisation. L'anglais est aussi la langue de l'impérialisme. Et on voit ce que fait l'impérialisme aujourd'hui, les anglo-saxons, la Grande-Bretagne et les États-Unis actuellement à Gaza, comment ils sont en train de se comporter. Voilà un comportement qui est vivace jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faudra peut-être revenir à des discussions plus rationnelles. La langue anglaise, moi, je la vois non pas comme remplaçante, mais comme un complément de la langue française. Que la langue française est là, il y a une élite qui l'utilise et qui produit de la science, de la littérature, de la culture, etc., dans cette langue. La langue anglaise, il y a très peu de gens qui la maîtrisent en Algérie. Moi, j'ai terminé le mois de mai passé un livre en langue anglaise sur le conflit linguistique dans le Maghreb. Eh ben, j'ai eu de la peine à trouver des gens qui peuvent écrire à un niveau académique. Hein. J'avais vraiment de la peine. Et donc, j'ai travaillé quasiment tout seul à revoir les articles de 4 fois, 5 fois pour essayer d'obtenir un article présentable à, disons, un pays anglophone. Donc, la langue anglaise, on aurait pu l'ajouter. Et on l'ajoute comment? C'est pas au primaire qu'on ajoute une langue. Parce que s'il est vrai que la neurolinguistique nous dit qu'un enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, il peut apprendre une infinité de langues, les apprendre et les maîtriser très bien. Mais l'enfant, quand il va à l'école, il n'a pas que les langues à apprendre, il a autre chose à faire. Il apprend des savoirs scientifiques, des savoirs culturels, des savoirs civilisationnels, etc. Tous ces savoirs-là, il lui faut du temps pour les assimiler. Donc, il ne va pas passer son temps à apprendre des langues. Il peut apprendre 4, 5 langues, il y a pas de souci, mais pas de cette façon-là. Il faut une pédagogie d'ensemble, une ingénierie pédagogique d'ensemble qui permet d'organiser ces apprentissages pour éviter ce que précisément les anglophones appellent the cognitive overload theory, donc la théorie de la surcharge cognitive. Donc ça, c'est une ingénierie pédagogique. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas les politiques qui peuvent décider de cette question-là. Ils n'ont pas les savoirs nécessaires. Et même un seul pédagogue ne peut pas. Il faut plusieurs. Donc, il faut un panel de pédagogues spécialisés qui peuvent traiter ces questions. Donc, la langue anglaise, il aurait été bien de l'imposer à l'université. À l'université, je te dis franchement, je dis ce que je pense. Moi, j'étais professeur d'anglais et ça ne m'excuse en rien. Je dis qu'à l'université, un professeur d'université ne peut pas rester sur une seule langue, ni sur l'arabe, j'allais dire encore moins sur l'arabe, ni sur le français, ni sur l'anglais. Nous avons des anglophones, très peu. Nous avons des francisants, nous en avons beaucoup. Et nous avons des arabisants qui sont en grande nombre, mais qui ne maîtrisent que la langue arabe. C'est-à-dire, c'est comme si les seuls arabisants, je suis arabisant, puisque j'ai un magistère de linguistique arabe, hein, et j'ai enseigné la langue arabe. Donc, la langue arabe aujourd'hui ne peut pas être le véhicule de savoir. Il est tellement dépassé que les efforts que tu ferais, que tu dépenserais des milliards de dollars, tu seras toujours en retard. Donc, on a besoin d'apprendre directement la langue anglaise et la langue française, la langue française n'est pas très loin de la langue anglaise en réalité. C'est sa diffusion mondiale qui est moindre. Nous avons besoin de l'espagnol. L'espagnol a disparu de nos
universités. Il est contrecarré, donc pour des raisons subjectives. Voilà. Donc, je pense que cette façon de vouloir absolument imposer la souveraineté de l'État dans le choix de la politique linguistique, elle est claire, elle est nette, elle est légitime. Vouloir imposer ça, c'est normal, c'est un État. Il choisit sa politique, comme par exemple l'Union européenne a choisi la langue anglaise, la langue française et l'allemand pour être les langues officielles de l'Union européenne. Mais finalement, c'est l'anglais qui est la véritable langue de l'Union européenne et l'Angleterre n'est même pas membre de l'Union européenne ni membre de la zone euro. Donc revenons à une façon froide de poser les questions. La langue anglaise doit être apprise à l'université par les profs et par les étudiants. Elle doit être apprise à côté du français et éventuellement de l'arabe lorsqu'il il s'agira de ça. Donc, sans ces trois langues, pour les professeurs d'université, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, il est impossible, je le dis, je le répète, il est impossible qu'un enseignant qui a enseigné en arabe ou en langue française pendant 20 ans, pendant 10 ans, puisse, après une formation de 6 mois, enseigner en anglais. Ça, c'est impossible. Le grand, des grands pédagogues, pour ne pas trop citer les noms, des grands pédagogues ont parlé de quelque chose qui s'appelle le Cognitive Advanced Language Proficiency, c'est-à-dire la maîtrise à un haut niveau de la langue. Cette maîtrise à un haut niveau de la langue n'est pas donnée à tout le monde et dans toutes les langues. Donc, il y a les interprètes qui arrivent, bien évidemment, de passer d'une langue à une autre, mais pas dans le domaine de spécialisation. Quand vous êtes dans un domaine de spécialisation, vous ne pouvez pas passer facilement d'une langue à une autre. C'est vraiment, il vous faut un temps d'appréhension parce que ça aussi, ça s'appelle l'habitus linguistique. Celui qui a l'habitude de réfléchir en langue française et de réfléchir à haute voix, donc dans un amphi, en langue française, quand il veut transmettre une idée. Il y a bien sûr ce que les neurologues appellent l'idéogénèse, donc la genèse des idées. Mais l'idéogénèse, elle se fait avec une langue. Donc, en principe, on met la langue comme support d'un ensemble d'idées qui sont générées en streaming, en quelque sorte. J'essaie de donner quelque chose de caricatural qui montre un peu comment ça se passe dans notre cerveau. Donc, si j'ai l'habitude d'enseigner en langue française, les idées ne me viendraient pas en langue anglaise. Moi qui suis anglophone à l'origine et que j'ai travaillé pendant très longtemps en langue française, quand je viens à faire une conférence, par exemple en langue anglaise, je l'ai fait en Suisse en 2015, je crois, c'était pas évident, hein, c'était pas très évident. J'ai fait ma conférence, évidemment, mais c'était pas évident. J'aurais bien voulu faire la conférence en langue française. Donc, c'est une manière, en fait, cette façon de faire, qui était une précipitation, qui est peut-être, qui a ses raisons, je ne connais pas les raisons, mais d'une manière générale, elle n'est pas pédagogique et elle n'est pas utile pour nous. L'essentiel, ce n'est pas de baragouiner en langue anglaise, mais c'est de donner un discours, de transmettre des idées, etc. Donc, comment moi je verrai la chose? La langue française devra continuer à être utilisée. Nous avons une presse qui écrit en langue française, pas en langue anglaise. Je n'en ai pas encore vu. J'étais dans le jury littéraire de Assiège Bar. On a reçu un seul roman en langue anglaise. Et j'étais dans le Centre national du livre. La même chose. On a reçu un seul ouvrage, un seul essai en langue anglaise. Je suis jusqu'à aujourd'hui dans le jury Mohamed Dib. Les romans, c'est en français. 44 cette année.
en langue française, 33 en langue arabe et 12 en tamazight, c'est-à-dire en réalité en kabyle. Voilà la situation et voilà comment par moment, parce que par manque de réflexion ou peut-être parce qu'on ne connaît pas très bien profondément les questions linguistiques, leur rapport avec le cerveau et les connaissances à l'échelle mondiale, on se jette comme ça dans des aventures qui ne sont pas du tout dans notre intérêt. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des publications universitaires se font en langue française. Celles qui sont cotées, celles qui sont les plus lus et qui ont un index, l'index H le plus élevé. On n'a pas, en langue arabe, on en a très peu, et en langue anglaise, c'est peu. L'indépendance de l'Algérie, on l'a eu grâce aux Français. L'arabe n'avait pratiquement aucun rôle. Mhm. Certains militants haut gradés de l'ALN nous ont rapporté, bon, j'ai pas de documents, c'est pour ça que je ne cite pas les personnes, nous ont rapporté qu'ils avaient des difficultés à traduire la déclaration du 1er novembre du français à la langue arabe. Et il semble que jusqu'à aujourd'hui, il demeure un ensemble d'erreurs de traduction. Donc, toute la littérature de la guerre de libération nationale a été faite en langue française. Mieux que ça, les acteurs de la guerre de libération nationale, les organisateurs des premiers partis de l'étoile nord-africaine en 26 et du PPA-MTLD, les premiers fondateurs donc de la notion d'indépendance, de la guerre d'indépendance de l'Algérie, c'était des francophones. Il n'y en avait aucun qui était arabisant, ou presque aucun qui étaient arabisants. Tous étaient des francophones et tous ont écrit toute la documentation de la guerre de libération nationale a été faite en langue française et ils ont même eu des problèmes à traduire la déclaration du 1er novembre vers la langue arabe. Ce n'était Abban qui avait demandé à ce que Moufti Zakaria fasse l'hymne national en langue arabe. Euh, je ne sais pas, peut-être que même l'hymne national aurait été fait soit en kabyle avec Idiret Amran, soit en langue française. C'était les deux langues qui étaient les plus dynamiques en termes de production révolutionnaire. D'ailleurs, Abdelzak, ce que j'ai dit dans une interview avec Maître Rachid Ali Yahya, j'ai dit parmi les erreurs stratégiques qu'a fait Abman Amran, c'est de ne pas intégrer l'hymne national de Diret Amran, qui était bien avant l'hymne de Qassaman qu'on connaît maintenant. Et puis, Abman Amran, au lieu de prendre les deux à la rigueur, ou comme tu dis, ajouter un troisième en français, en langue française, l'Algérie de 62 aurait peut-être emprunté une orbite. Un destin, un autre destin qui est différent de l'actuel. Quelque part, malheureusement, il y a un manque de stratégie par rapport à Ben Amdan. Et Ali Rachid Ali Hebdoun, il était d'accord sur ce point de vue. À Ben Amdan, il a commis une grande erreur. Et tu imagines, c'est comme le Canada, l'hymne national, il est dans les deux langues. Il est le français et en anglais. En Belgique, apparemment, trois aussi. En Afrique du Sud, dans plusieurs langues. Imagine-toi si il y a eu cette décision qui a été prise durant le Congrès national de mettre l'hymne national dans les deux langues, aux trois langues. Peut-être ceux qui ont volé la révolution en 62 n'auraient pas le choix que de reconnaître la pluralité linguistique de l'Algérie, non? Oui, quand on revient comme ça, quand on regarde a posteriori, bien sûr, on aurait pu faire plein de choses. Ouais. Le congrès du PPA-MTLD aurait pu aussi ne pas qualifier l'État national algérien à venir comme un État arabe. Il aurait pu dire Oui, c'est un mais État à cette, algérien. à cette époque, il y avait la résistance des berbéristes, la crise berbère de 49 au moins. Il y a eu quand même un malaise, on le sentait avec Oui, Ibn mais je Wahid. veux dire, la majorité des membres du PPA-MTLD, y compris des gens kabyle et kabylophones ou berbérophones. Mais Salih Haj lui-même était berbérophone puisqu'il est des Bnisnous qui sont des berbérophones. Tout le monde avait une vision à l'époque, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir les idées d'aujourd'hui. Les idées d'aujourd'hui, il est normal, il y a eu un processus dans l'indépendance
On disait on était entre nous, entre Algériens, de différentes obédiences idéologiques et politiques, etc., même culturellement assez différenciés. On n'était pas exactement sur la même longueur d'onde, mais on était tous des Algériens. À l'époque, il y avait un problème. Il y avait d'abord l'influence de l'arabisme qui était un arabisme moderniste et comment dire, rationnel. Et il était de gauche au départ, Jamal Abdel Nasser et tous les Michel Aflaq, etc., les Syriens et les Irakiens qui avaient travaillé là-dessus. Donc il y avait une bulle culturelle et idéologique dans laquelle on baignait. Donc, il n'était pas possible, ce qui n'était pas possible à l'époque, il était, puisqu'il y avait un vote dans le PPA-MTLD, la majorité était favorable à l'Algérie arabe et musulmane et non pas à l'Algérie algérienne. Ils ont même combattu les autres. Par la suite, est-ce que Abban Ramdan était seul? Non, il n'était pas seul. Abban Ramdan était soit dans le CCE, soit dans le CNRA. Et là, il y avait d'autres gens à convaincre. Est-ce que eux-mêmes avaient la culture de la pluralité? Je ne pense pas. Abban Ramdan n'était pas dans la démocratie, il était dans la modernité. Il voulait un État moderne. Un État moderne, c'est-à-dire un État basé sur des institutions et non pas sur des personnes charismatiques. Ce n'est pas l'État charismatique, comme l'appellent les philosophes politiques, mais un État démocratique fondé sur des institutions. Et c'est ça la plateforme de la Soumam, ou la façon dont moi je lis la plateforme de la Soumam. Il a dégagé l'ALN, donc le côté militaire, l'institution militaire, et il a dégagé le CCE, qui est l'exécutif, un peu comme le gouvernement, et il y avait bien évidemment le CNRA qui représentait un peu. Donc, on ne peut pas regretter ce qui s'est passé, ce que les idées qui ont prévalu, c'était les idées qui devaient prévaloir en raison de leur majorité et en raison de l'inculture, tu m'excuses de le dire comme ça, de l'inculture politique et de la non-appréhension, par exemple, de la démotion démocratique à l'époque. C'était pas ça le souci des gens. Il y avait des gens qui étaient démocrates, quand tu lis le travail de Sadr Hajas, par exemple, Mhm. sur cette crise dite berbériste, alors qu'il n'est pas berbériste du tout, et lui, il dit que c'est une crise démocratique. Mais Ouais. les gens qui ont écrit Idir le Watani, c'est des médecins, c'est des avocats, donc c'est des gens de haute culture, des gens qui étaient un peu en contact avec la culture de la démocratie, avec la culture politique la plus, j'allais dire, la plus moderne. Et c'est normal qu'ils aient eu des difficultés à convaincre leurs camarades. C'est la même chose, je pense, pour le dire d'une manière, je ne suis pas très spécialisé dans les questions de l'histoire. Donc la question, s'ils avaient été, oui, le comble, c'est que l'hymne national qui a été fait en Kabyle, j'ai même écouté une vidéo, comment il s'appelle d'ailleurs, il est souffrant, il est sur un lit pratiquement, Commandant le commandant Asdin, Asdin, oui, le oui. commandant Asdin, Ils chantaient au qui, Kabyle, ils chantaient au Kabyle les chants révolutionnaires. exactement, Oui. oui, oui. Et donc, si on n'avait pas interdit, parce qu'à l'indépendance, c'était incompréhensible. Quand on était en face de la colonisation, on pouvait comprendre que les gens, quand te disent, oui, il ne faut pas trop diviser les gens, parce que sinon, chacun va tirer vers sa région, vers sa langue, vers sa culture, vers sa spécificité, et on ouvrirait la voie à la division. À l'époque, ça pourrait se comprendre jusqu'à un certain degré. Parce que le niveau, ce n'est pas la guerre du Vietnam. Hein. Au niveau du Vietnam, l'élite qui a dirigé la guerre de libération au Vietnam était d'un niveau de conception politique qui est très élevé. Ce n'est pas le cas du tout chez nous. Donc, à l'indépendance, c'était incompréhensible. À l'indépendance, on te dise, ah, il y a débat, on s'est débarrassé
de la présence politique française en Algérie, et militaire bien évidemment. Donc on se débarrasse de tout ce qui est avec le français, c'est-à-dire le français doit partir, on va vers l'arabisation, et bien évidemment, l'idée de jacobinisme français avec une seule langue, d'un seul État et un seul peuple, une seule nation, qui est elle-même une idée des philosophes allemands, donc de Herder précisément, un seul peuple, une seule langue, une seule nation. Cette idée, elle est productrice de crise, elle n'est pas productrice de paix. C'est ça le problème, c'est qu'on a dit c'est terminé, on ne parle plus kabyle. Jusqu'aux années 70, c'est quelque chose de terrible. Je pourrais raconter plein d'anecdotes par rapport à cette question, par rapport aux gens qui mettaient le Z Amazir sur le chapeau, le chapeau de paille qu'on portait. Des fois, ça nous plaisait, quand on était jeunes étudiants, etc., dans les années 70, de mettre le Z Amazir sur la tête, sur le front comme ça. Eh bien, vous risquez d'avoir une bonne raclée. Des services à l'époque. Bon, l'Algérie n'en est pas restée heureusement là. Donc, c'était difficile de faire accepter que nous sommes d'abord algériens. C'est qui est Mortena. Et cette algérianité qui est là n'est pas nécessairement le contraire, l'opposé de la langue arabe ou de la religion musulmane, mais qu'elle est spécifique. C'est ça qui fait notre identité, notre être. Nous sommes d'abord algériens. Et cette algérianité est fondée sur le socle multimillénaire amazigh, comme le dirait Mohamed Harkoun. Donc, si on avait traité les questions à partir de ça, on ne se serait pas senti complexé à baragouiner devant un Égyptien qui ne parle même pas l'arabe, il parle l'égyptien, ou un Saoudien qui ne parle pas l'arabe, il parle le saoudien. Vous imaginez? Mais on n'avait pas ce savoir. On avait une politique de soumission à tout ce qui représentait le prestige pour nous, c'est-à-dire la langue arabe, la langue du Coran, alors que personne ne parle la langue du Coran. J'allais dire, j'invente, elle est imparlable. Et pourtant, Abdelrazak, pour rester dans l'esprit d'Abbalandan, ça ne n'empêche pas que, et peut-être c'est une bonne chose qu'il a fait, les paroles de l'hymne national algérien, c'est des paroles païennes, hein, et n'ont rien de religion, hein. D'ailleurs, on m'a dit comme quand il a pris, même quand il a donné consigne à Moufdi Zakaria d'enlever toute terminologie religieuse, expression religieuse de Qassaman, bin nazilati wal jibali wal mahiqat, ça veut dire c'est pratiquement, et c'est la nature, hein, c'est nos ancêtres, Sadat, l'Aouliya, les horaires, Tazmouf, et donc j'imagine que ça n'a pas plu aux islamistes, hein. Donc les paroles de Non, Qassem. l'hymne national, de toute façon, il ne leur plaît pas aux islamistes. Les islamistes, ils n'ont pas de patrie. Et ils ont Dar al-Islam et Dar al-Harb. C'est ça les Ouais. catégories politiques avec lesquelles ils gèrent. Donc pour eux, j'avais interpellé une fois un responsable qui nous disait, nous, notre premier critère, c'est l'islam. Ensuite vient l'Algérie. Alors je lui ai dit, donc toi, si on te met sur la frontière, hein, pour surveiller nos frontières, toutes les armées dites musulmanes, tu les laisses rentrer. Et ensuite viendra l'Algérie, le Watan, c'est-à-dire la patrie. Non, c'est la patrie qui est la première. Hmm. Ensuite, en tant qu'Algérien, on peut adhérer à l'islam. C'est le cas, on a adhéré à l'islam, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on a adhéré. On peut en parler, il n'y a pas de problème. بالسيف Euh, ولا بالسيف ولا ماشي بالسيف quelles que soient les circonstances. non, c'était Bessif, c'était très clair. Voilà, La voilà. conquête arabe n'était pas des futuhat. D'ailleurs, futuhat, ça veut dire des ouvertures. Hmm. Qu'est-ce qu'on ouvre? Ce qui est fermé. Et qu'est-ce qui Ouais, était fermé? C'était le territoire. ouais. Il était fermé contre qui? C'est pas contre ses citoyens. Il était fermé contre les armées étrangères qui venaient ici. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Et ça, ce sont les historiographes arabes qui le disent. Hmm. Al-Nuwayri, y compris Ibn Kathir, Ibn Athir al-Jazari,
Tout le monde raconte l'histoire de la conquête arabe comme des conquêtes sanglantes. C'est très clair. Mais ça, ce sont des conditions dans lesquelles on a reçu ces gens-là, mais ils ne sont pas restés chez nous. Donc, il n'y a pas eu de conquête de colonisation, de peuplement. Ils sont repartis. Seuls les Banu Hilal et les Banu Sulaym, qui sont venus en nombre très réduit au Xe, 11e siècle, plutôt 11e siècle, qui sont restés. Les autres, ils sont partis. C'est-à-dire la population aujourd'hui, dans le Maghreb, et ça, c'est les études génétiques le montrent, dans tout le Maghreb, c'est des populations à plus de 85%, au minimum 85%, mais ça va jusqu'à 90%. Ils ont le gène, amazigh, donc d'Afrique du Nord, y compris les zones qu'on avait pensé être des zones puniques, donc notamment Carthage. Donc même à Carthage, la majorité des ADN qui ont été prélevés dans les cimetières carthaginois, phéniciens, dits phéniciens, etc., ils portaient une ADN locale et non pas une ADN importée du Moyen-Orient. Donc, on ne peut pas regretter le passé. Le passé, l'histoire, il faut l'assumer. Il faut l'assumer dans ses aspects positifs, mais aussi dans ses aspects négatifs. Donc, la langue, les Arabes, en venant, ils nous ont laissé la langue arabe à travers, bien sûr, à travers l'islam. L'islam ne nous a pas arabisé parce que le peuple algérien ne parle pas la langue du Coran. Parce que l'islam, il est mené dans la langue du Coran. Mais il a laissé le prestige de cette langue. Donc, cette langue est prestigieuse. Les gens, ils continuent à lui accorder une bonne partie, ou certaines idéologies en particulier, certaines orientations politiques, lui accordent énormément de prestige. Donc, au Guinée, on l'a hérité. Cet héritage, il faudra l'assumer. Comme on assume l'héritage de la langue française. La langue française, on ne peut pas dire la langue française ne fait pas partie de nous, c'est une erreur monumentale et c'est contre nous que ça joue. Ça ne joue pas contre la France n'a que faire. Elle l'utilise dans le domaine de, on n'est pas quand même des naïfs, elle l'utilise dans le domaine, bien évidemment, de la diffusion de sa culture et à travers sa culture, elle diffuse aussi sa marchandise. C'est très clair, entre les États, il y a des rapports économiques, il y a des rapports commerciaux, c'est ça qui prime sur les autres questions. Voilà, donc moi je pense qu'il faut les assumer. Peut être d'accord avec vous, comme qu'on ne peut pas lire l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui par rapport à cette erreur qu'elle a faite de ne pas mettre en place un hymne national trilingue ou bilingue, arabe, berbère, mazère et français, mais continuer à faire des erreurs de stratégie. Et là, je vais vous piquer un petit peu. Je vous ai entendu à quelques reprises citer le mot Maghreb. Maghreb, vous savez qu'il écorche nos oreilles souvent parce que il a une connotation idéologique qui nous lie au monde arabe. Donc le Masharak, Maghreb, par rapport à un mode fictif qui existe. Vous avez même écrit il y a 2021, il me semble, un article ici à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke, je pense, où vous l'avez appelé le titre Langue et idéologie au Maghreb. Ce Maghreb-là, les Américains, ils ne le citent jamais, les anglophones. Ils disent Middle East et North Africa. Mais nous, on suit cette habitude de l'élite francophone, médiatique et à la fois scientifique, qui répète tout le temps ce mot Maghreb et que notre élite, comme vous, malheureusement, vous continuez à le citer encore une fois et encore une fois. Quel est le point de vue d'Abdelrazak Doueiri par rapport à ce terme Maghreb? Alors, j'allais vous montrer ce livre. Il n'est pas encore sorti, donc je ne sais pas si ça apparaît comme ça. Language, Conflict and Identity Malaise in Algeria and the Maghreb. Là, il y a un chapitre sur cette question-là. Je vais commencer par te piquer moi-même maintenant.